Bonsoir et bienvenue dans cette dernière partie du Mediapart Live où nous allons traiter du lien entre les lycées et le gouvernement, les lycées en général, à la fois les lycéens et les professeurs de lycée, autour de deux questions. D'abord, la mobilisation des lycéens dans la foulée de celle des Gilets jaunes, et ensuite le lien entre les professeurs de lycée et le gouvernement à travers la question des programmes. Et on abordera la question des programmes sous l'angle de deux disciplines, l'histoire-géographie d'une part et les sciences économiques et sociales de l'autre. Alors pour en discuter, nous avons trois invités. D'abord, Alexandre Séguenaud, bonsoir. Vous êtes secrétaire national du syndicat général des lycéens, le SGL. Merci d'être venu. Nous recevons également Servane Marzin. Bonsoir. Vous êtes enseignante en histoire-géographie au lycée Paul-Éluard de Saint-Denis, dans Seine-Saint-Denis. Et pour finir, Erwan Lenader, vous êtes professeur de sciences économiques et sociales et président de l'association des professeurs de sciences économiques et sociales, l'APSES. Voilà. Bonsoir. Donc, bonsoir. Donc, première question, évidemment motivée par l'actualité. Je m'adresse à vous, Alexandre Séguenaud. Donc, vous faites partie du syndicat majoritaire, je le précise pour les spectateurs. Donc, on le voit depuis quelques jours, les lycéens commencent à se mobiliser. Est-ce que c'est vraiment la revanche qui est enclenchée ? Et qu'est-ce qu'il y a en ligne de mire dans les revendications ? Est-ce que c'est Parcoursup ? Est-ce que c'est la réforme du lycée ? Enfin, qu'est-ce que, finalement, vous revendiquez ? Comme vous l'avez dit, c'est dans la lignée déjà des mobilisations qu'il y a eu, lancées par tout d'abord les Gilets jaunes. Oui. C'est une continuité. Tout le monde, on peut le voir en France dans la situation, commence la parole se débloque, on va dire, et on ose tous se mobiliser. Donc, les lycéens, en voyant toutes ces mobilisations qu'ils ont eues, ont décidé de, eux aussi, commencer à se mobiliser. Donc plusieurs syndicats lycéens, comme le SGL, ont appelé à la mobilisation. Et pour la revendication, oui, les revendications principales sont les réformes des lycées, où nous, on s'y oppose. On demanderait à ce que le gouvernement et le ministre de l'Éducation nationale, M. Blanquer, veuillent bien nous recevoir et qu'on puisse avoir des dialogues là-dessus, pour en parler, essayer d'avoir une nouvelle réforme qui serait plus adaptée aux lycéens. Et aussi, les revendications principales sont, bien sûr, Parcoursup, qu'on considère comme pas un problème non plus, mais qui est un système qui pourrait être nettement amélioré. Parce que vous, je le précise, vous êtes étudiant en BTS, donc vous avez fait partie de la première promotion qui a dû passer par Parcoursup. Rapidement, en quelques mots, comment ça s'est passé pour vous ? Rapidement, pour moi, ça a été un parcours du combattant, parce qu'on a eu très peu d'informations au départ, c'était la première promo en même temps, mais les informations arrivaient au compte-gouttes. On nous a dit du jour au lendemain, il faut vous inscrire, il faut choisir, vous avez 15 jours pour vous décider. Donc quand on arrive là-dessus, faire un choix, être sûr, où est-ce qu'on veut faire une candidature, et remplir simplement le formulaire d'inscription Parcoursup, c'est quelque chose qui est très long. On doit renseigner des dossiers, on doit remplir nous-mêmes notre dossier scolaire depuis la 4e. Oui, et puis motiver chaque filière, demander. Mais du reste, est-ce que l'idée, c'est de porter vos propres revendications ou c'est se greffer à celle des Gilets jaunes ? Il y a quand même, pour le moment, une sorte de divergence entre les trois principales organisations lycéennes ne sont pas du tout sur la même ligne. Vous défendez quelle position ? Par rapport aux mobilisations qu'il y a déjà eu ? Par rapport aux Gilets jaunes, est-ce que l'idée c'est de se greffer à eux ou de rester en parallèle de leur mobilisation ? L'idée n'est pas forcément de se greffer à eux. Après, comme on a déjà pu le dire dans les médias sur lesquels on a déjà pu passer, on soutient bien évidemment les mobilisations des Gilets jaunes. Je précise bien sûr les mobilisations pacifiques. Comme même les Gilets jaunes eux-mêmes, ont pu le dire tout à l'heure sur votre plateau, on est contre bien sûr toutes les dégradations qu'on a pu voir dans les médias à Paris, sur les Champs-Élysées, tout ça. Après, ou même dans les mobilisations lycéennes, il y a eu quelques blessés plutôt Oui, il y a eu graves. des blessés, des lycéens qui ont été défigurés par des jets de flashball, par exemple, ou même un lycée qui a été incendié hier. Bien sûr, ces incidents qui se passent en marge des manifestations, on les déplore.
On est triste que ça arrive. Le but des manifestations lycéennes, c'est de se faire entendre, pas de dégrader. Ensuite, on n'est pas, on veut pas se greffer au mouvement. On vient vraiment en plus, en parallèle. Le but n'est pas de suivre leurs revendications à eux. On veut faire nos revendications en marge. Et comment vous comptez faire la différence par rapport justement à la première mobilisation contre Parcoursup et la loi orientation et réussite des étudiants qui n'a pas fonctionné? Est-ce que là, vous comptez être porté par un élan plus général? On espère que cette fois, les lycéens vont être beaucoup plus mobilisés. On voit que déjà, le mouvement prend beaucoup d'ampleur grâce aux mobilisations qu'il y a déjà eu. Après, aussi, les lycéens, comparé à Parcoursup, ont beaucoup plus de peur, là, des réformes que de Parcoursup. Vous parlez de la réforme du lycée et du baccalauréat, oui. Du baccalauréat qui, de fait, entraîne une réforme du lycée. Oui, c'est quelque chose qui, pour les lycéens, est pour le moment très effrayant, parce qu'on n'a pas du tout d'informations là-dessus, les lycéens. Donc, on se demande en fait ce qui va arriver. On a juste des infos comme quoi d'ici quelques jours, il va falloir choisir des options pour les secondes de cette année. Qu'ensuite, là, en fin d'année, ils devront choisir d'autres options pour l'année prochaine, qu'ils auront de nouvelles épreuves. Rien ne leur est expliqué concrètement pour le moment. Donc c'est quelque chose qui fait peur pour les lycéens. Donc on espère, oui, justement, que ces lycéens, avec ces nouvelles craintes, vont enfin se mobiliser pour pouvoir essayer d'avoir gain de cause. Juste avant Voilà, on va développer cela un peu plus tard. Voilà, dernière question sur ce thème. Vous deux, vous êtes enseignants en lycée. Servane Marzin, quel est votre regard sur cette mobilisation lycéenne? Comment est-ce que vous l'analysez? Moi, il me semble qu'effectivement, les lycéens prennent conscience aujourd'hui et depuis plus d'1 an qu'ils sont embarqués dans une réforme qui les bloque, qui les piège, et qu'ils se saisissent effectivement de la déstabilisation actuelle et des mouvements des Gilets jaunes pour essayer de faire entendre leur situation de manière un petit peu plus visible, quoi. Voilà. Mais les tentatives qui ont été faites l'année dernière n'étaient pas le dernier round. Je pense que chaque année, les questions se renouvellent, quoi. Voilà. Et que les lycéens sont d'autant plus mobilisés que les effets de Parcoursup se sont fait sentir la première année. Et donc, il y a des éléments tangibles qui viennent appuyer leurs inquiétudes. Et vous, Erwan Le Nader? Ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même malheureusement une certaine cohérence entre ce qui s'est passé pour Parcoursup et ce qui se passe actuellement pour la réforme des lycées. On est dans des systèmes qui mettent les élèves en concurrence les uns avec les autres pour accéder à l'enseignement supérieur, qui font faire des choix d'orientation beaucoup plus précoces. Il a été dit, maintenant, ce sont les élèves de seconde qui, dès la fin de seconde, doivent choisir des spécialités qui vont être très importantes pour savoir quelle voie va être possible d'accès pour eux dans l'enseignement supérieur. Et nous, ce qu'on analyse en tant qu'association des professeurs de sciences économiques et sociales, c'est que ces réformes-là vont dans le sens d'un accroissement des inégalités sociales face au lycée. Voilà, ce que vous expliquez, c'est que les moins dotés, ceux dont les parents seront les moins alertés et au courant quel sera système. Le bon choix de discipline à faire pour pouvoir accéder à telle formation de l'enseignement supérieur. Ce seront les initiés, ce seront ceux qui auront finalement l'information. Et des inégalités vont se créer. Des inégalités également territoriales, parce qu'actuellement, dans les petits lycées de France, le choix de discipline va être extrêmement restreint. Oui, parce que c'est tout un ensemble de plusieurs... de 3 spécialités, puis il y aura 12 options à choisir. Il y a un tronc commun. Un tronc commun, voilà, 3 et puis 4 en terminale. Et puis 3 spécialités à choisir en première parmi 12. Voilà. Parmi 12, mais et en réalité... gros, ça fait 35 combinaisons. Un nombre de combinaisons. Oui, c'est 35 combinaisons en totalité, mais certaines options ne seront pas disponibles dans tous les lycées. Donc, certains, on leur proposera soit d'aller dans un autre lycée pour suivre telle ou telle option, ou de suivre les cours à distance. On peut imaginer les difficultés que ça va générer sur les emplois du temps. D'autant plus pour cette première promotion qui doit faire ses choix pour l'instant sans connaître les programmes scolaires. Un peu à l'aveugle. Encore une fois, à l'aveugle pour ceux qui essuient les plâtres.
Et alors précisément, donc les programmes, et j'en viens à la question du programme notamment de sciences économiques et sociales. Avant tout, je voudrais préciser qu'on avait souhaité un débat contradictoire avec Philippe Aghion, qui est le président de la commission qui prépare les programmes, la réforme des programmes de sciences économiques et sociales, qui avait accepté et qui, hier, pour une raison relativement inconnue, enfin pas relativement, une raison inconnue, nous a souhaité finalement ne pas venir. Donc, faute de contradictoire, on va discuter avec vous, en tout cas, de ces programmes. C'est finalement une question qui est plutôt d'actualité, puisque avec la révolte des Gilets jaunes, avec cette montée des revendications autour de la justice sociale et de la justice fiscale, on a quelque chose qui est au cœur de la question des programmes de sciences économiques et sociales, et qui est précisément un peu oublié dans la première mouture, en tout cas, qui vous a été présentée. Oui, parce que nous, on est une discipline qui a cette vocation-là, c'est-à-dire donner des clés de compréhension aux lycéens dans un objectif de formation à la citoyenneté, de formation à la culture générale, pour décrypter le monde dans lequel ils évoluent, et notamment pour analyser des mouvements comme celui des Gilets jaunes. Nous, nos élèves, dans tous les lycées, actuellement, sont très demandeurs d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et les sciences économiques et sociales prennent à bras-le-corps, et ont envie de prendre à bras-le-corps ces questions qui sont indissociablement économiques, sociales et politiques. Et on l'a toujours fait avec des sciences sociales pluridisciplinaires. Notre particularité, c'est d'associer les apports de l'économie, de la sociologie, de la science politique, de l'anthropologie parfois, de mettre dans une perspective aussi historique ces phénomènes-là. Or, depuis 2010, et avec ces nouveaux projets de programme, on va à l'inverse de ça. On va véritablement vers des programmes qui vont cloisonner des problèmes qui seraient considérés comme strictement économiques, et puis la sociologie qui serait vue à part et la science politique qui serait vue à part. Et on cloisonne la pensée des élèves alors qu'on devrait les aider à penser les interrelations. On fait des choses dans ces projets de programme qui sont très techniques, qui ressemblent à des cours de microéconomie, notamment dans l'enseignement supérieur. Mais au détriment des enjeux de société. Enfin, moi, je suis quand même interloqué que dans les projets de programme de sciences économiques et sociales, disparaisse la question de la consommation et du coup du pouvoir d'achat qui va avec. C'est quand même l'actualité immédiate nous montre qu'on a besoin de ça pour comprendre ce qui se passe. Je suis interloqué aussi de voir que finalement les questions liées à la protection sociale prennent une place mineure et que la question de la redistribution des revenus prenne une place mineure. On nous parle dans ces projets de programme de 3 chapitres sur l'économie de marché. Alors c'est important à étudier avec les élèves, vraiment important. Mais dans le même temps, on nous supprime des chapitres spécifiquement sur l'État. Chapitres où on pourrait parler de ce à quoi servent véritablement les impôts, et y compris la question, c'est traité en sociologie ou en sciences politiques, la question de la justice fiscale ou du consentement à l'impôt. Donc, ces programmes, pour nous, ne font pas appel aux questions de société, qui sont pourtant les questions, mais on le voit aujourd'hui, qui sont les questions qui motivent les élèves, qui vont contribuer à leur culture générale, à leur citoyenneté, parce qu'on est quand même dans une période où, en fait, à l'issue du lycée, ils ont 18 ans et ils votent. Et ça, c'est un des défauts majeurs qu'on critique des projets de programme actuels. Alors, la réponse... je vais parler pour lui, puisqu'il n'est pas là, de gens comme Philippe Aghion, c'est finalement de dire l'état de la science économique aujourd'hui, c'est celle-là, c'est une science qui est fondée sur la macroéconomie est fondée sur la microéconomie, donc il faut connaître d'abord les fondations microéconomiques de l'économie, et ensuite, on peut parler des grandes politiques, mais avant tout, il faut connaître le fonctionnement de la microéconomie, des marchés, de la concurrence, voilà, et c'est ça qui, aujourd'hui, au niveau académique, fonde finalement la science économique. Est-ce que c'est une vision que vous contestez ? Ce discours-là, il me fait penser à... Il faut faire des gammes pendant 1 an, 2 ans, et puis après, vous pourrez jouer un morceau de musique. Pédagogiquement, ça ne tient pas. Les élèves ont besoin d'emblée de raisonner sur des problèmes économiques et sociaux qui sont les problèmes d'actualité. Et par ce biais-là, ensuite, on pourra voir qu'on a besoin d'éléments de microéconomie, les décisions des acteurs au niveau individuel, les choix
des consommateurs, des producteurs, mais également de choix, besoin d'apport de la macroéconomie. On parlait notamment comment on peut comprendre un choix de consommation si on ne connaît même pas comment se sont formés les revenus des consommateurs. Et puis, on aura besoin aussi de sociologie, parce que pour expliquer les choix de consommation, eh bien, il y aura l'influence des normes sociales, les effets de distinction, les effets de groupes sociaux. On parle aussi des gilets jaunes. Si on veut analyser ce mouvement, c'est intéressant de se demander quelle est la population des gens qui sont mobilisés. Bon, en sociologie, il y a un outil qui sert notamment à ça, qui est la classification socio-professionnelle de l'INSEE. Les cadres, les ouvriers, les employés, etc. Eh bien, dans les projets de programme, ça disparaît. Cet outil d'analyse-là ne serait a priori probablement vu qu'en terminale. Mais on en a besoin bien plus tôt quand on veut comprendre le monde contemporain. Donc là, on est face à des vrais problèmes qui sont à la fois des problèmes en termes de pluralisme et des problèmes en termes de pédagogie. Précisément la question du pluralisme, est-ce que pour vous, cette approche qui vous est proposée à travers ces programmes est une approche idéologique ? Cette concentration sur le fonctionnement du marché, sur la concurrence, finalement, ça fait écho à certaines pensées économiques qui sont assez excluantes d'autres pensées économiques. Et je dirais, ça fait aussi écho à une vision du monde qui est aussi défendue aujourd'hui, par exemple, par la majorité actuelle, qui parle beaucoup de marché, qui essaye de faire avancer l'idée de concurrence dans beaucoup de domaines de la société française. Est-ce que pour vous, il y a un danger d'ordre politique ou idéologique avec ces programmes ? Idéologique, je ne sais pas, mais en termes de pluralisme, très clairement. Et ça, c'est important parce qu'en fait, nous, en tant qu'école, on n'est pas là pour dire aux élèves ce qu'ils doivent penser. On est là pour leur donner des armes intellectuelles, des outils, des méthodes, et des méthodes qui sont pluralistes, justement, pour qu'ils décryptent les choses et qu'ils puissent se positionner en tant qu'acteurs de la vie économique, sociale et politique. Actuellement, les outils qu'on leur donne sont non pluralistes. Non pluralistes, pourquoi ? Parce qu'on ne fait pas, dans les projets de programme, suffisamment dialoguer l'économie et les autres sciences sociales. Non pluralistes, pourquoi ? Parce qu'on met l'accent sur ce qui serait des bases microéconomiques sans voir les questions plus générales qui soient macroéconomiques. Et ça, c'est du coup une vision tronquée du monde social qui va être proposée aux élèves. C'est une critique qui vous est faite également à la science économique, enfin, aux professeurs de sciences économiques et sociales actuels, dans le cadre du programme actuel, justement, que vous proposez une vision qui elle-même est une vision non pluraliste, ou en tout cas biaisée de la réalité économique. Et je pense notamment à cette accusation qui a été faite dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes, hein, qui ont vu ce mouvement comme une forme d'inculture économique qui, évidemment, trouverait sa base dans le travail que vous faites. Donc, là encore, je me fais un peu l'avocat du diable, mais quelle est la réponse que vous pouvez apporter ? Quand on analyse, en fait, l'origine de ces critiques-là, en fait, hein, le défaut de culture économique des Français, c'est quelque chose qui est assez ancien, mais notamment qui revient beaucoup sur le devant de la scène dans les années 2000, d'organismes proches du patronat. Avec l'idée de dire que justement, il y a des choses en économie qui ne font pas débat. Et il y a des bases solides, une façon de penser qui serait actuellement finalement la seule façon de penser. Nous, notre positionnement, c'est que ce genre de discours est dangereux. Il est dangereux pour la neutralité et pour le pluralisme qui est nécessaire pour les élèves. Ils ont besoin de pouvoir confronter en économie et dans les sciences sociales, il y a des controverses. Il y a des controverses aujourd'hui sur la taxe carbone, il y a des controverses sur quelle protection sociale on doit avoir. Donc ces controverses-là, elles sont inhérentes même au champ scientifique. La science, c'est comme ça qu'elle fonctionne, c'est en posant des débats. Et parfois, certains points peuvent être tranchés, mais en réalité, dans les sciences sociales, il y a souvent plusieurs paradigmes, plusieurs façons d'envisager le monde social, le monde économique et social. Et il ne faudrait pas avoir une vision monocolore des choses. Comment vous leur parlez justement à vos élèves des Gilets jaunes ? Est-ce qu'ils ont abordé le sujet spontanément en vous demandant de leur expliquer
les ressorts économiques derrière ce mouvement? Oui, alors c'est très, très variable suivant les classes, etc. On ne parlera peut-être pas forcément de la même manière des gilets jaunes à des classes de seconde ou de terminale qui ont déjà un bagage plus fourni. En tout cas, ce qui est frappant, c'est que ça les interroge, très clairement. Ça les interroge très clairement. Ce qui est particulier aussi dans le cas actuel, c'est qu'il y a un certain nombre de lycées où les cours, là, actuellement, sont en très petit effectif pour cause de mobilisation lycéenne. Donc les enseignants aussi prennent le temps de décrypter ça. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que quand on est enseignant, finalement, et qu'on est confronté à cette situation-là, on aimerait prendre le temps de se poser une semaine, quelques heures avec les élèves pour étudier ce qui se passe. Et nous, dans nos demandes, on a aussi des demandes de programmes qui soient interdisciplinaires, qui fassent sur des questions de société, mais qui laissent du temps, y compris pour, dans certains moments de l'année, à un moment, le programme, là, on va le voir d'une autre manière, finalement, parce que ce qu'on va étudier en économie, en sociologie, etc., ça va nous permettre de comprendre ce qui se passe sur les gilets jaunes. Et donc, on va parler de... Mais en fait, le prix du pétrole, au départ, ça part beaucoup comme ça. Donc, les premiers cours de sciences économiques et sociales qui s'intéressent aux gilets jaunes parlent du prix du pétrole et de la taxe carbone. Et puis finalement, on peut dériver sur le pouvoir d'achat, la redistribution. Est-ce qu'en fait, on a la même possibilité de choisir entre la voiture et un autre mode de transport suivant son niveau de revenu? Donc on parle des inégalités aussi. On va aussi se demander, mais en fait, la représentation politique, ça signifie quoi? Qu'est-ce que c'est que la démocratie représentative? Quelles sont les demandes des Gilets jaunes aussi par rapport à ça? Donc, je dirais que l'analyse évolue aussi en fonction du mouvement social. Servane Marsin, vous êtes professeur d'histoire-géographie. Les programmes d'histoire-géographie, les nouveaux, ont fait l'objet d'une intense polémique. Donc, le Conseil supérieur des programmes, qui est une instance qui a été mise en place en 2013, qui était censée pacifier l'écriture des programmes. Ce n'est pas vraiment le cas, car il y a polémique sur polémique qui sont intéressantes, qui vont au-delà des couloirs feutrés du ministère, parce que ce sont des affrontements entre des personnes, des affrontements idéologiques qui, selon la direction qui doit être donnée au nouveau programme. Donc l'histoire géo, cette année, n'a pas fait exception à la règle. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu les problèmes qui ont été mis à jour et selon vous, quelle est la différence entre les anciens programmes et les nouveaux programmes et sur quoi ils font débat et en quoi ils ne sont pas forcément... Il y a peut-être des choses qui sont, je l'envisagerai en 3 temps. Il y a d'abord la question du temps qu'on consacre à chacun des chapitres. Et là, je rejoins mon collègue. Clairement, le problème du temps et de l'espace dont on dispose avec les élèves se pose de manière encore plus forte avec ces programmes-là. Le collectif dont je fais partie, Aggiornamento, a fait état auprès du CSP au mois de mars de la fatigue des enseignants devant la lourdeur des programmes, l'encyclopédisme qui était la règle, et puis le fait que les chapitres s'enchaînaient de manière extrêmement rapide, sans qu'on ait le temps véritablement de creuser les problématiques et les sujets avec les élèves. Et au contraire, loin d'être entendu, on se retrouve avec une architecture de programme qui est encore plus dense, encore plus folle, puisque... 8 modules au lieu de 6. Voilà, et ça fait l'équivalent de 24 chapitres à traiter en 37 semaines, si tant est qu'on ait 37 semaines entières. On imagine tous les situations qui peuvent aller du mouvement social à l'absence momentanée d'un enseignant. Enfin, on voit bien que les années scolaires ne sont pas rythmées de manière extrêmement rigide, et donc cette architecture-là, elle est beaucoup trop ambitieuse et elle oublie complètement la réalité des enseignements, quoi. Elle oublie le fait que ce n'est pas la même chose d'enseigner l'après-midi et le matin, que les élèves n'ont pas la même efficacité, etc. Ça, c'est le premier point, je dirais, cette question de l'encyclopédisme des programmes qui est posée avec une plus grande force encore et qui donne vraiment l'impression aux enseignants qu'ils ne sont pas entendus, voire même qu'on fait le choix d'aller à l'encontre de leurs demandes et d'imposer quelque chose qui serait extrêmement pesant.
Le deuxième point, c'est la logique scientifique, ou en tout cas disciplinaire, qui guide ces programmes. Elle est très chronologique, et une chronologie qui est continue, hein, entre la fin de la seconde et la première, parce que c'est les seuls dont on dispose actuellement. On n'a pas le programme de terminale. Et dans le tronc commun, en seconde, on conserve quelques points jusqu'à la période moderne, mais à partir de l'époque moderne, on est dans une histoire de l'État en continu, donc sans coupure chronologique, ce qui occupe un temps extrêmement important et ne laisse pas de place aux autres problématiques qu'on pourrait poser avec les élèves. On n'envisage à aucun moment des questions comme l'histoire de la justice, de la construction des normes, la question de l'histoire des groupes sociaux n'est pas posée du tout non plus, donc on se retrouve aussi, hein, c'est des expressions auxquelles on est attaché, nous, à Aggiornamento, mais les vous et moi du passé n'existent pas dans ces programmes, ils n'apparaissent pas de manière explicite. Donc ce sera aux enseignants d'aller les chercher. Vous avez un exemple concret pour expliquer ce qui de va manière, manquer de oui. manière... voilà. Alors, Et puis par rapport à justement cette actualité, comment est-ce que les nouveaux programmes prennent en compte ou pas du tout le monde d'aujourd'hui Si on prend l'exemple des programmes de première, c'est ceux que j'ai regardés le plus en détail, on a un continuum chronologique entre la Révolution française et l'après-première guerre mondiale, hein, grosso modo, et seuls 2 chapitres sur la totalité ont une coloration sociale, on va dire, hein, donc avec les transformations économiques et sociales du Second Empire, et puis un chapitre qui est axé sur les transformations économiques et sociales de la Troisième République, on va dire à la jonction entre les 2 siècles. Donc il y a 2 chapitres de 3-4 heures, enfin 5 heures si on est généreux, sur la totalité du temps chronologique, du temps consacré à ces contenus. Le reste du temps, on est sur des questions... alors on peut envisager des acteurs ou des actrices du passé, mais pas dans leur anonymat, si vous voulez. Donc on envisage à chaque fois des acteurs qui ont laissé des traces de manière importante, qui sont connus. Cette question des anonymes du passé, elle va être extrêmement difficile à rendre visible, hein, puisque le temps contraint et les thématiques sur lesquelles on va devoir travailler nous l'interdisent, quoi. Parce que vous aviez par ailleurs alerté sur la disparition probable. Oui. Ou la réduction, en tout cas, de leur place dans les programmes de l'histoire de l'immigration et de l'histoire des femmes. Tout à fait, oui. Qu'est-ce qu'il en est sur la nouvelle version? Alors, dans la nouvelle version, l'histoire des femmes, par exemple, enfin l'histoire mixte, est présentée comme une approche parmi d'autres. Hein, donc ça veut dire que c'est un élément possible, mais qu'en aucun cas il est présenté comme on va dire un principe fort qui est de considérer toutes les hommes et toutes les femmes dans le passé comme étant des actrices et des acteurs. Donc ça, c'est quand même un premier point. Et puis, je pense que les auteurs du programme se sont rassurés ou ont essayé de donner des gages à travers des personnalités. On a appelé ça les femmes prétextes dans notre commentaire, mais il y a un certain nombre de personnalités féminines qui sont mises en avant, dont la représentativité est très discutable. Hein. Madame Roland, quand on traite de la Révolution française, est quand même un personnage qui n'est pas représentatif des mouvements populaires, par exemple, portés par Pauline Léon, par les Dames de la Halle, etc. Donc on a des choix scientifiques qui sont faits, qui sont des choix qui réduisent de toute façon ces possibilités-là. Et s'agissant de l'histoire de l'immigration, là, pour le coup, la question est posée de manière encore plus forte, puisque l'histoire de l'immigration n'est pas réapparue une fois que les programmes ont été validés, hein, malgré les remarques qui avaient été faites. Et vous sentez une appétence de vos élèves, justement, la Révolution française, là, le parallèle est beaucoup fait. Oui. Pour vous, j'imagine que c'est l'occasion, justement, de pouvoir expliquer... La question de l'immigration, elle pose la question de l'appartenance à la communauté des citoyens, la construction d'une communauté. Je pense que c'est cette question-là aussi que posent les Gilets jaunes aujourd'hui. Hein. C'est qu'est-ce qui fait collectif, qu'est-ce qui fait société, et sur quoi on crée cette société. Aujourd'hui, dans la discipline historique, on travaille la citoyenneté par les marges, par cette réflexion sur toutes ces personnes dont on peut questionner le statut de citoyen, est-ce qu'elles le sont, est-ce qu'elles ne le sont pas. Et clairement, l'histoire de l'immigration, elle apporte ce regard-là, elle apporte cette possibilité de traiter la question des marges, la question de comment finalement un collectif se forme à travers le temps par des apports successifs, et ces apports successifs
se fédèrent, se groupent en fait autour d'un projet commun. Et véritablement, ça deviendra très compliqué de le faire. Alexandre Séguenot, vous étiez élève au lycée il n'y a pas si longtemps que cela. Quel est, vous, votre regard sur les programmes? Est-ce que vous les trouvez, en tant qu'élève, trop lourds? Est-ce que vous les trouvez hors sol? Est-ce que vous pensez qu'on aurait pu travailler de manière différente pour les rendre un peu plus, peut-être en adéquation avec la vie d'aujourd'hui, la vie que les lycéens connaissent? Là-dessus, après, c'est pas vraiment à moi d'en parler. Je pense que les personnes présentes ici seront beaucoup plus calées en cette matière-là. Mais c'est vrai. Vous les avez pratiqués, disons, ces programmes. Oui, c'est vrai qu'après les nouveaux programmes qui ont été proposés, déjà, je trouve qu'ils ont été proposés un peu tard par rapport sur l'année scolaire. Donner des programmes pour les secondes et les premières alors que l'année est déjà commencée, c'est déjà compliqué. Et en plus, c'est vrai que ce sont des programmes qui sont quand même lourds, il y a beaucoup plus de travail par rapport à un temps, comme l'a bien dit, excusez-moi, j'ai oublié votre nom, mais l'a bien redit, les programmes sont beaucoup plus longs et on n'a pas plus de temps. Donc c'est quelque chose qui va être beaucoup plus lourd, les programmes les profs vont devoir faire des cours beaucoup plus accélérés, peut-être bâcler justement certains sujets pour pouvoir finir leur programme. Ou alors des cours qu'ils ne vont pas faire parce qu'ils n'auront simplement pas le temps. Donc c'est encore des choses où on va créer des inégalités parce que suivant comment tel et tel enseignant vont travailler, certains élèves auront une formation, d'autres ne l'auront pas eu. Donc c'est des choses qui vont créer des inégalités après sur les épreuves. Parce que ça aussi, c'est l'une des revendications que vous faites remonter actuellement sur cette question des classes surchargées, des mauvaises conditions de classe. Enfin, ça, c'est quand même quelque chose qui est très présent au lycée. Oui. Sachant qu'il va y avoir en plus des suppressions de postes, de 1650 postes en moins à la rentrée 2019 selon les syndicats, alors qu'il y a 40 000 élèves supplémentaires au lycée à la rentrée 2019. Ça, c'est pour le point chiffre. Mais donc ça, vous aussi, vous l'avez quand même en tête. Oui, c'est ce qu'on fait remonter, ça fait partie de nos revendications. Justement, c'est quand même un point où le ministère, on le trouve quand même assez déplacé. Il y a de plus en plus d'élèves et on enlève de plus en plus de professeurs. Nous, on se demande, si ça continue comme ça, à combien d'élèves on va arriver par classe? Si on ne va pas dépasser les 40, 45 élèves par classe, si on continue à supprimer des professeurs comme ça. Problème, nous, ce qu'on demande, c'est justement à ce qu'il y ait plus de professeurs pour que les classes puissent redescendre en nombre, qu'on atteigne des chiffres qui retournent autour des 25-30 élèves, ce qui serait beaucoup plus facile déjà pour les professeurs eux-mêmes pour faire leurs cours, parce qu'avoir 35-40 élèves dans une classe, ça ne permet pas de pouvoir déjà simplement évaluer le niveau de tous les élèves, et ça ne permet pas de bien travailler avec eux. Donc si on pouvait atteindre, justement, réengager des professeurs, qu'il y en ait de plus en plus, et atteindre des classes moins nombreuses, ça permettrait de déjà réduire les inégalités et avoir un travail qui serait beaucoup plus travaillé, on va dire. Que les professeurs pourraient faire un travail beaucoup plus important, voilà, précis, moins bâclé. Et discuter aussi justement de ces sujets d'actualité qui arrivent de fait dans les salles de classe. Là, j'imagine que dans des salles de classe surchargées, c'est compliqué de créer une discussion pour faire court sans faire court. Et là, on tombe quand même sur une des grandes limites de la réforme du lycée. Parce que mettre un tronc commun pour toutes les premières, qui aujourd'hui sont dans des séries différentes, ça a un effet très très simple, c'est que toutes les classes vont être systématiquement à 35 élèves. Parfois, dans certains lycées, dans telle ou telle filière, il peut arriver qu'il y ait des classes avec des effectifs moins importants. Et de temps en temps, on peut avoir une classe, par exemple, à 24 élèves. Eh bien, on ne travaille pas du tout de la même manière. Et notamment pas sur ces sujets d'actualité. Et en termes de formation des élèves, on voit bien la différence. On va pouvoir les mettre parfois en position d'enquêteurs sociologiques pour ce qui concerne notre discipline, ou d'avoir à traiter eux-mêmes des données statistiques. La réforme du lycée va faire des classes à 35 élèves dans quasiment toutes les classes et supprime en partie les possibilités de dédoublement et de travaux en petits groupes qui sont pourtant essentiels. Et ce sont aussi des temps de respiration pour les élèves, pour les enseignants et puis des temps importants pour leur formation.
Et on peut ajouter aussi que le pilotage par l'examen va être encore plus lourd, compte tenu du fait qu'on sera en contrôle continu, avec des épreuves à 3 reprises quand même, 2 fois en première, 1 fois en terminale. Et donc la nécessité d'avoir délivré des contenus extrêmement lourds aux élèves, coûte que coûte. Hein. Donc clairement, d'ailleurs, il n'est pas du tout étonnant que le programme d'histoire et de géographie fasse une place énorme au cours magistral, hein. C'est-à-dire que c'est redevenu le modèle didactique sur lequel on doit s'appuyer. C'est considéré comme un outil efficace, alors qu'on en connaît les limites, hein, et notamment du point de vue de la réduction des inégalités à l'école. Hein. La tonalité conservatrice est un peu forte, vous diriez, sur les programmes ? Est-ce qu'on est dans un retour, pas au roman national, n'exagérons pas, mais... Le fait d'avoir un continuum chronologique, clairement, ça crée un effet de logique, et si vous voulez, ça n'ouvre pas toutes les possibilités qui existent dans les moments de crise notamment, hein, comme si les choses finalement s'enchaînaient de manière extrêmement limpide et extrêmement cohérente, quoi. Donc à chaque grande crise, finalement, on dénoue les enjeux par le régime suivant. Et puis, on cible quand même sur une histoire très politique, une histoire de l'État, qui est une histoire par en haut. Alors, oui, clairement, je pense qu'il y a une dimension idéologique, ou en tout cas la volonté de créer une culture commune qui soit celle d'un État structurant et structuré, et pas des débats qui l'ont construit, quoi. Et concernant les évaluations, la réforme du lycée a été vendue comme objectif de simplification du baccalauréat. Et regardons l'usine à gaz de l'évaluation maintenant en première et en terminale. Les élèves vont être évalués systématiquement. Évalués via leurs notes sur les bulletins qui compteront pour l'obtention du baccalauréat, des partiels semestriels en première, 2 fois dans l'année en terminale, des épreuves de spécialité aux vacances de Pâques. Enfin, c'est l'évaluation permanente. Et je crois qu'il faut aussi s'interroger sur, finalement, le type d'évaluation qu'on va demander aux élèves. S'agissant des sciences économiques et sociales, nous, on a des craintes. On ne sait pas exactement ce qui va se passer parce que ça, c'est aussi le miracle de l'éducation nationale. On est en train de réfléchir sur des programmes de seconde et de première sans connaître celui de terminale et sans savoir à quoi vont ressembler les épreuves de baccalauréat. Une de nos craintes, c'est que vu le degré de technicité de nos programmes, on demande aux élèves, notamment en classe de première, de faire des exercices de résolution graphique chiffrée. Bon. Et notamment, on pourra voir comment se déplace, pourquoi pas, une courbe d'offre et de demande lorsqu'on met en place une taxe carbone. Bon. Pourquoi pas, c'est des choses qui peuvent être intéressantes à faire en classe, mais de là en faire l'évaluation finale pour le baccalauréat, par exemple, là, ça devient problématique. On a besoin des épreuves qui sollicitent la réflexion des élèves. Le but, c'est de les aider à penser le monde et pas d'en faire des techniciens de microéconomie pour ce qui nous concerne. Donc on notera que l'État est omniprésent dans le programme d'histoire géo, mais par contre, il est assez absent du programme de sciences économiques et sociales. J'ai une question peut-être sur la concertation. Le gouvernement a fait de la concertation une sorte de pierre angulaire, en tout cas de sa communication, sinon de son action. Vous avez proposé une alternative, hein, vous avez des propositions à faire en réponse à ce projet de programme de sciences économiques et sociales. Vous avez fait une critique assez systématique du programme qui vous a été proposé, en acceptant d'ailleurs certains points, hein, c'est une critique qui est constructive. Est-ce que vos revendications ont été écoutées? Est-ce que vous avez été reçus? Est-ce que vous avez été entendus? Est-ce que vous êtes en train de, pour reprendre le mot d'Édouard Philippe cet après-midi, de co-construire votre futur programme? Ou est-ce que vous avez le sentiment que ça va être imposé? Il faut vraiment revenir sur la manière dont ça se passe concrètement, l'écriture des programmes scolaires actuellement avec ce gouvernement. On a eu une instance qui était relativement indépendante, le Conseil supérieur des programmes, lors de la mandature précédente, qui, avec certaines critiques malgré tout, fonctionnait de manière relativement démocratique. Ce n'est plus du tout le cas. Il y a eu quelques démissions dès le début. Il y a eu des démissions, notamment qui sont liées à est-ce que ce Conseil a les moyens de travailler. Mais là, l'idée, c'était vraiment de faire un organe indépendant
parce que longtemps, les programmes ont été écrits presque sur un coin de la table dans les couloirs du ministère et personne ne savait vraiment comment ils étaient conçus. Là, l'idée, c'est avec ces 18 experts, membres de la société civile, aussi députés, sénateurs, de différentes obédiences politiques, il y avait une idée quand même on va démocratiser l'écriture des programmes, seulement ça reste un objet très politique et de fait Mais alors qu'est-ce qui s'est passé concrètement là? On a eu des nouvelles nominations au Conseil supérieur des programmes et un travail très opaque. Alors travail très opaque dans la constitution des groupes chargés d'écrire les programmes, qui sont quand même finalement les chevilles ouvrières. C'est quand même essentiellement via ces groupes-là que les programmes sont écrits. Concernant les sciences économiques et sociales, nous, ce qu'on défend, c'est que, et ça devrait être pareil dans tous les programmes scolaires, les enseignants devraient être majoritaires dans ces groupes. Ce sont eux qui sont au contact quotidien des élèves, qui ont l'expertise pédagogique et honnêtement une bonne maîtrise aussi des contenus d'enseignement dans leur discipline. Nous, en sciences économiques et sociales, il y a 4 enseignants de lycée pour 16 membres. Il y a 4 économistes, 2 sociologues, un politiste, l'inspection générale, etc. Mais les professeurs de lycée qui ont des élèves sont mis en minorité. Ensuite, on peut être reçu. On peut être reçu facilement par le Conseil supérieur des programmes ou par le ministère. Mais sommes-nous entendus? La preuve que non. En réalité, ça fait en fait des mois que l'on alerte sur la façon dont doivent être écrits des programmes scolaires pour des lycéens. Actuellement, on a une consultation des enseignants qui se fait à la vitesse éclair et on ne voit pas comment le ministère pourrait prendre en compte véritablement les demandes dans un temps si contraint, sachant que par ailleurs, il y a des manuels scolaires qui sont déjà en train d'être rédigés actuellement. Est-ce que c'était la même chose sur... est-ce que vous considérez qu'il y a une concertation sur la réforme du lycée et du bac, sachant que Jean-Michel Blanquer, hier, a déclaré que les lycéens n'avaient aucune raison de se mobiliser car il y avait eu une concertation avec ces mêmes lycéens et que donc la réforme allait évidemment aller à son terme. Est-ce que vous l'avez vu? Comment est-ce que vous jugez justement cette déclaration du ministre de l'Éducation nationale? Là-dessus, c'est vrai qu'il y a eu une concertation l'année dernière sur les lycéens, mais réellement, cette concertation, pas beaucoup de lycéens en ont entendu parler. C'était quelque chose qui a été fait de manière très floue sur Internet, que aller la trouver pour savoir, personne n'en parlait. Le ministère a justement plutôt essayé de camoufler ça. J'aimerais bien, moi, avoir les chiffres de combien de lycéens ont répondu à cette consultation. Et après, d'une seconde part, c'est vrai que le ministère a aussi fait consulter au niveau du Conseil national de la vie lycéenne les élèves, mais je ne crois pas qu'on puisse dire que les élèves ont vraiment participé à cette réforme. Et les organisations lycéennes? Les organisations lycéennes ont été aussi appelées, mais moi, je ne trouve pas qu'on soit assez écouté au sein du ministère sur ces sujets-là. On est réunis, on nous demande notre avis une fois de temps en temps, et au final, on nous convoque, on nous demande ce qu'on en pense, et on se rend compte que quelques jours après, il y a des déclarations complètement opposées à ce qu'ils nous disent ou à ce qu'on peut leur proposer. Donc, certes, le ministère se défend et fait des annonces comme ça, mais au niveau des lycéens, on n'est pas écouté, réellement. Est-ce que, pour revenir à la question des sciences économiques et sociales, finalement, l'histoire n'était pas déjà écrite avec la constitution de cette commission sur les programmes? C'est évident que c'est le moment clé. C'est la constitution du groupe. La constitution du groupe. Et notamment, nous, ce qui nous a semblé totalement scandaleux, c'est que dans le groupe d'experts de sciences économiques et sociales ont été intégrés 2 représentants de l'Académie des sciences morales et politiques, dont la section en fait économie est composée quasi exclusivement de représentants patronaux, qui depuis 10 ans publient rapport sur rapport contre l'enseignement des sciences économiques et sociales. Mais là, on a un problème démocratique en réalité fondamental, parce qu'il faut du pluralisme dans ces groupes-là, dans ces groupes qui rédigent les projets de programmes scolaires. Et là, on en était très loin. On a même mis des personnes qui finalement tirent à boulet rouge contre un enseignement dont ils vont écrire les futurs programmes.
C'est Donc, à l'image très de ce qui a été problématique. dit sur l'histoire-géographie, il y a quand même une sorte de biais de naissance de ces programmes, qui est un biais conservateur, ou on dirait en économie orthodoxe, par rapport à la pluralité dont ont besoin les élèves et que demandent les professeurs. Biais dans la composition évident. Et finalement, est-ce que vous avez une marge de manœuvre vis-à-vis de ces programmes? Est-ce que vous êtes tenu de les respecter, sachant que parfois ils apparaissent un peu, à vous entendre, comme étant hors sol? Vous, est-ce que finalement, vous arrivez à vous affranchir de ces règles? La fonction publique et les règles d'enseignants font que les programmes s'imposent à nous. Nous avons aussi l'obligation vis-à-vis de nos élèves de les faire réussir. Et parfois, il y a un écart entre les programmes et la façon dont on doit travailler pour que les élèves réussissent. Nous, notre position actuellement, c'est de dire que si les projets de programme de seconde et première ne sont pas revus, nous publierons un document à destination des collègues pour qu'ils utilisent tous les interstices des programmes et leur liberté pédagogique pour faire ce qu'ils savent faire le mieux, c'est-à-dire des sciences économiques et sociales qui sont ouvertes sur le monde. Donc on est dans cette démarche-là, on est aussi dans une démarche où on vient de décider que, puisque la concertation ne marche pas véritablement, nous allons publier notre propre projet de programme de terminale dans les mois qui viennent. Pour montrer ce que ça pourrait être, un programme de sciences économiques et sociales qui soit pluridisciplinaire, qui soit ouvert sur les questions de société et qui soit vraiment centré sur l'intérêt des élèves. Et vous, est-ce que vous avez un projet analogue Alors écoutez, à ce jour, non, parce que je pense qu'on attend déjà les programmes de terminale. Enfin, je dis non, mais j'exagère parce qu'on a déjà en fait proposé un certain nombre de choses. Le collectif Aggiornamento a déjà été force de proposition et on a mis en œuvre, enfin mis en forme en tout cas un certain nombre d'idées. Voilà, donc je dirais que les choses sont déjà sur la table et que les propositions qu'on peut faire, elles existent déjà, elles sont déjà à disposition de celles et ceux qui souhaiteraient les lire pour trouver l'inspiration. Mais en attendant, c'est évident que cette question des interstices, elle est complexe parce que avec un rythme de travail extrêmement rapide, avec une architecture des programmes qui ne laisse... on a quasiment notre programme qui est fait heure par heure. Enfin, je veux dire, aussi bien en histoire qu'en géographie, chaque heure de cours a une destination et un objet, et on n'a pas la possibilité d'en sortir. Donc, c'est extrêmement compliqué de trouver des espaces de respiration. Je pense, comme mes collègues, qu'on essaiera de le faire, mais que la situation, les possibilités seront beaucoup plus réduites, ouais, c'est évident. Très bien, et merci beaucoup. Nous avons essayé de voir un petit peu quelle était la réaction du lycée, des lycéens, des professeurs de lycée à la situation actuelle, que nous allons continuer à suivre sur Mediapart avec Faiza, qui suit de très près les questions d'éducation, moi-même sur l'économie, et évidemment Mediapart qui défend le pluralisme et qui suit évidemment tous les mouvements sociaux, que ce soit les gilets jaunes ou les lycéens. Merci à tous les trois d'être venus ce soir, et à très bientôt pour un autre Mediapart Live.